Afrique des libertés, bonsoir. Nous sommes le lundi 17 juillet 2023. J'ai deux messages importants pour l'Afrique des libertés. Je vous salue à travers l'Afrique, à travers les diasporas. Je voudrais parler d'un SOS pour le peuple congolais. Et je voudrais utilement dire au monde entier que l'Afrique peut vivre sans les céréales de l'Ukraine. Il faut qu'on arrête d'utiliser le nom de l'Afrique dans les histoires céréalières de l'Ukraine. Halte à l'instrumentalisation de la misère organisée en Afrique dans les affaires eurasiatiques. Ce sera l'objet du deuxième message. Je vous salue. C'est mon ami personnel Faso Ouattara. C'est lui qui est en train de chanter « Jeunesse consciente ». Écoutez-le. Ce morceau est dédié à toute la jeunesse consciente africaine. À M. Moussa Bili Ouattara, fondateur du mouvement Jeunesse consciente africaine. Sans oublier M. Victor Ouattara, du Grand Banc, originaire de Diegoubou, membre fondateur de la jeunesse consciente africaine. Alors, donnez cette émission à tous vos amis. Donnez-la à tous vos réseaux. Deux sujets. La République démocratique du Congo et les céréales ukrainiennes dans lesquelles on utilise le nom des Africains pour faire du business dans le dos des Africains. Je vous salue. Eneoula. Je vous salue. Mbote. Mbolo. Bibara Laïta. Nangadef. Je vous salue. Janou. Je vous salue, amis européens, amis asiatiques, amis américains de l'Afrique des libertés. Je vous salue. Mbembe Lunkunku. Merci Mingi. Faso. Botenayo. Evelyn Kimber. Je salue tous mes frères et sœurs congolais. À travers le grand Congo africain. Je salue toute l'Afrique des libertés et les amis européens, américains, asiatiques et toutes les îles de l'océan Atlantique et Indien. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Africaines, Africains, bonsoir ou bonjour selon vos latitudes. Amis européens, asiatiques, américains, vous des îles de l'océan Atlantique et de l'océan Indien, recevez mes pensées chaleureuses. Nous sommes le lundi 17 juillet 2023. J'ai choisi d'aborder ponctuellement deux sujets. Le premier sujet dont je voudrais vous parler, c'est la situation catastrophique dans laquelle se trouve notre patrie africaine, la République démocratique du Congo. J'ai mal au Congo. Je souffre au Congo. Je meurs au Congo.
Je ne sais pas comment il est possible que les dirigeants de la République démocratique du Congo puissent vivre heureux, repus, puissent faire fête et bombance à Kinshasa, avec les images qui nous parviennent, avec les informations qui nous parviennent de la souffrance du peuple congolais. Je ne comprends pas qu'il y ait sur tout le continent africain des autorités politiques de tout pays qui sont au courant de ce qui se passe au Congo et qui continuent à vivre leur bonhomme de vie tranquillement. Que ces autorités soient congolaises ou pas, la situation qui a lieu en République démocratique du Congo est une blessure saignante contre la conscience africaine et contre la conscience universelle. J'ai vu ces dernières heures des images authentiques de la tragédie congolaise, des images qui m'ont bouleversé, des images qui m'ont détruit, des images qui m'ont traumatisé, des images qui m'ont effrayé. Tellement ce que l'on voit dans ces images est d'un malheur innommable. Ces images devraient à elles seules, et ce qui se déroule aujourd'hui au Congo, devrait faire arrêter l'activité politique ordinaire dans tous les pays africains. De l'Afrique du Sud jusqu'en Égypte, de l'Égypte jusqu'au Sénégal, du Sénégal jusqu'au Cameroun, du Cameroun jusqu'à Djibouti. Toute l'Afrique et toutes les diasporas africaines doivent s'arrêter et regarder en face ce qui se passe en République démocratique du Congo. À l'instant où je vous parle. Les images que j'ai vues, les récits que je reçois, les témoignages de Congolais et de Congolaises livrés à la terreur, à la brutalité, à la sauvagerie des milices du M23, notamment soutenues par le régime de Paul Kagame au Rwanda. Ce sont des images d'une abomination absolue. Aucun Africain, et quel que soit le continent dans lequel il vit, et quel que soit le continent dans lequel elle vit, ne peut dormir sans agir. Après avoir su et vu ce qui se passe au Congo. Bien sûr, la souffrance africaine, ce n'est pas qu'au Congo. Elle a lieu partout, en Afrique. Mon propos ce soir ne consiste pas à dire seuls les Congolais de la République démocratique du Congo souffrent. Oh que non! Que se passe-t-il à l'instant où nous parlons au Soudan? Que se passe-t-il dans mon pays natal au Cameroun anglophone? Que se passe-t-il à l'instant présent dans le Sahel, continuellement ensanglanté par les hordes de Boko Haram, de l'État islamique et d'Al-Qaïda? Que se passe-t-il sur la corne de l'Afrique, entre l'Érythrée, l'Éthiopie, le Soudan, Djibouti? Que se passe-t-il entre Mayotte et les autres îles Comores? Que se passe-t-il au moment où nous parlons dans les pires dictatures africaines? Que se passe-t-il? La tragédie africaine est une tragédie multicolore. Que se passe-t-il dans les déserts de la Tunisie, du Maroc, de la Libye, d'Égypte, pour le peuple africain, du Niger? Que se passe-t-il si ce n'est un continent tout entier livré à la tragédie? Mais, tout en reconnaissant le caractère continental de la tragédie africaine, je voudrais, en ce lundi 17 juillet, appeler chaque Africaine et chaque Africain à constater que cette tragédie continentale de l'Afrique a un point de fixation absolu et qui dure
depuis plusieurs décennies. C'est le pays africain le plus riche. Et c'est le pays le plus riche en matières premières stratégiques de la planète Terre. C'est ce pays-là qui est le plus immense pays africain. La République démocratique du Congo avec plus de 2 millions de kilomètres carrés. C'est dans ce pays que l'humiliation de l'Africain et de l'Africaine s'administre en portrait grandeur nature. C'est dans ce pays que la méchanceté, et notamment la méchanceté de l'Africain envers l'Africain, est offerte sous la forme paroxystique, sous la forme apocalyptique, au point que le diable même soit en colère devant la méchanceté qui se déroule au Congo. Même le diable, présenté dans les évangiles des 3 religions monothéistes comme l'esprit du mal, le diable même est en colère. Même le diable a pitié du peuple congolais. Lui, l'esprit du mal, a mal quand il voit des êtres humains le surpasser au Congo. Ça fait plusieurs années, j'ai dans cette maison plusieurs livres sur le Congo. J'ai donné plusieurs conférences sur le Congo. Ce ne suis pas ma première dénonciation. Les outres de sang, de larmes et de sueur du peuple congolais sont débordés. On a écouté le formidable discours du docteur Denis Mukwege, devenu depuis lors prix Nobel de la paix. On a écouté l'homélie du pape François, appelant ceux qui vivent du sang des Congolais, à savoir les multinationales des grandes puissances mondiales, qui, à travers les milices, empêchent le Congo d'être indivisible, et de servir de havre pour le décollage, non seulement de son peuple, de l'ombre triste de la misère. On a entendu toutes les prises de parole les plus monumentales pour le Congo. Mais le quotidien du peuple congolais persiste à être apocalyptique. Il y a quelque chose qui se passe de très spécifique au Congo, parce que c'est là que l'Africain est humilié au plus haut point. C'est là que l'Afrique pourtant possède la plus grande puissance qui soit. Savez-vous que c'est la République démocratique du Congo qui a arbitré le sort de la Deuxième Guerre mondiale de 1939-1945? Est-ce que vous savez que c'est avec l'uranium du Congo que les États-Unis d'Amérique ont pu fabriquer la bombe qui leur a permis de décapiter la puissance japonaise et de démembrer ainsi l'alliance hitlérienne et fasciste qui faisait face au bloc occidental? Est-ce que vous savez que c'est la richesse du Congo qui a arbitré la Deuxième Guerre mondiale et qui a permis à la grande puissance américaine de régner par une terreur supérieure sur les ennemis du grand bloc occidental? J'ai vu des images depuis plusieurs années choquantes de ce qui se passe au Congo. Mais il y en a une particulière qui m'est parvenue ces dernières heures. Je ne peux pas la montrer. Je n'ai même pas la force de voir cette image d'un bout à l'autre. C'est dans le Kivu, un couple de Congolais arrêtés, menottés, les mains dans le dos, par les criminels du M23, soutenus par M. Paul Kagame. L'homme et la femme sont ligotés. Et les miliciens du M23 qui les détiennent les égorgent méthodiquement en filmant patiemment la scène.
Dans la scène dont je vous parle, la femme est nue. Toute la beauté dont la nature a doté son corps, dont le Créateur a doté son corps, est exposée. L'homme porte un pantalon jean et a le buste dénudé. Et on filme calmement l'égorgement de la femme. On commence par elle et gicle le sang de la femme africaine. Et gicle le sang de nos mères. Et gicle le sang de nos filles. Et gicle le sang de celles par lesquelles nous sommes tous venus au monde. Pour terroriser le peuple congolais. Pour terroriser le peuple africain. On commence toujours par détruire les femmes. Le M23 a choisi de tuer la nation congolaise en commençant par tuer l'être par lequel la vie se prépare avant de venir ici-bas. La femme congolaise. L'être qui est la garantie de recevoir la semence masculine, de donner sa semence féminine et d'héberger pendant 9 mois la future ressemblance du divin qui s'appelle l'enfant. Le M23 a décidé d'assassiner la nation congolaise par l'assassinat prioritaire des femmes congolaises. Il a décidé de frapper le Congo au berceau afin de mettre fin au renouvellement démographique de la nation congolaise, de faire disparaître 2 ou 3 générations, de créer un Congo désert, un Congo terre sans hommes, pour l'occuper par ces hordes criminelles et continuer à écouler le diamant, l'or, le cobalt, l'uranium, le manganèse, toutes les belles richesses du Congo par la frontière du Rwanda et accessoirement de l'Ouganda. Voilà le plan. Mais pourquoi je vous en parle ce soir? Je vous en parle parce que non seulement j'assiste au génocide complet d'un peuple et notamment à l'élimination prioritaire des femmes congolaises, à la destruction des femmes congolaises, c'est-à-dire de celles qui portent les bébés et qui les transmettent. Mais j'assiste à Kinshasa au spectacle le plus abominable de l'insouciance et de l'indifférence et du cynisme politique. Car à propos du Congo, après avoir constaté ce qui est en train de se passer, l'élimination d'une nation entière par la destruction des femmes, c'est-à-dire des réceptacles des enfants, la volonté de détruire 1, 2, 3 générations de Congolais, afin que le Congo devienne 2 millions de kilomètres carrés vides, et par conséquent aisé à partager, comme l'a suggéré M. Sarkozy. Car pour M. Nicolas Sarkozy, l'un des artisans de la tragédie, le Congo, c'est un pays immense avec une population insuffisamment dense, alors que le Rwanda est un pays petit avec une population extrêmement dense. D'où Sarkozy, dans une vidéo que vous connaissez, n'a pas hésité. Et il n'a pas osé, il n'a pas été gêné pour dire qu'il faudrait entrevoir une solution permettant à la dense population rwandaise d'occuper le Congo qui est vide et à la population congolaise qui n'est pas énorme de se replier sur des terres non occupées par la dense population rwandaise. Voilà comment on veut bâtir l'unité africaine. Dans la spoliation de l'Africain par l'Africain. Dans l'escroquerie de l'Africain par l'Africain. Non. Nous parlerons en conclusion de cette conférence du type d'unité africaine pour lequel nous œuvrons. Parce qu'en réalité, derrière toute cette affaire, l'escroquerie consiste à dire, mais vous vous plaignez en vous basant sur les frontières que les colons nous ont imposées. Vous dites que vous êtes panafricaniste, donc vous devrez accepter que le Rwanda appartienne au Congo et le Congo appartienne au Rwanda. Je m'attaquerai de manière méthodique à cet argument fallacieux, à ce sophisme du loup, qui me rappelle un proverbe du pays Bassa, qui dit que Ngandi Bourbape Bakar Bakengi.
Quand on t'invite à la fête chez les gens, tu es toujours très généreux chez les gens. Vous avez remarqué, non? Comment les gens sont généreux? Mais dans la fête des autres. Quand la fête a lieu chez eux, les gens veillent à ce que les ressources ne soient pas utilisées n'importe comment. Mais quand ils vont à la fête chez les autres, ils ont tendance à être très généreux. Mais généreux avec les biens des autres. On va se demander quel genre d'unité africaine nous voulons. Quel genre de panafricanisme nous promouvons. Est-ce que c'est un panafricanisme qui consiste à être généreux avec les richesses des autres? Chiche envers les siennes. Ou au contraire, un panafricanisme qui consisterait d'abord à reconnaître que ce qui appartient aux autres leur appartient. Et à leur laisser le choix de prendre l'initiative de partager volontairement avec nous ce qu'ils veulent. Même s'ils veulent tout partager avec nous, ce sont les autres qui doivent décider. Ce n'est pas à nous d'imposer aux autres, de partager ce qui est à eux. Parce que la stratégie de Kagame et de ceux qui le soutiennent sur les réseaux sociaux, c'est d'essayer de faire valoir qu'il aurait quand même le droit aux richesses du Congo parce qu'il est africain. Et que tout panafricaniste authentique devrait accepter que Kagame se promène à volonté entre la frontière rwandaise et congolaise à travers son M23. Et que le véritable panafricanisme aura lieu quand les richesses du Congo seront équitablement partagées avec le Rwanda et l'Ouganda. C'est un argument d'une perfidie, c'est un argument d'une fausseté, tel qu'il est nécessaire qu'à la fin de cette conférence, je revienne dessus, pour expliquer comment on construit, de mon point de vue, l'Union africaine, l'unité africaine, sans escroquerie, sans filouterie, sans tromperie. Mais laissons. Ce qui, moi, me fait encore plus mal, alors qu'on est en train de massacrer le peuple congolais, en commençant par les femmes congolaises, qu'on a décidé d'éradiquer. On veut laisser, à la limite, les hommes congolais vivants, mais sans femmes avec lesquelles ils puissent faire des enfants. Alors, c'est l'attitude du régime qui est à Kinshasa, qui est pour moi la deuxième source d'inquiétude. Monsieur Tshisekedi est préoccupé par sa réélection. Mais il n'est pas préoccupé par l'échec de la stratégie sécuritaire qu'il a adoptée pendant son premier mandat. Je ne comprends pas comment ce type peut vouloir à nouveau être président. Rêve d'être à nouveau président de la République démocratique du Congo alors qu'il a échoué sur le dossier principal pour lequel le peuple congolais attend que sa classe politique montre sa capacité, la paix, la sécurité du territoire congolais. Comment quelqu'un qui a échoué et qui sait que tous les jours il échoue sur le dossier principal, comment Tshisekedi rêve-t-il et persiste-t-il à vouloir être président? Est-ce que Tshisekedi regarde les images? Est-ce que Tshisekedi reçoit des renseignements généraux du Congo, le compte rendu de ce qui est fait du peuple congolais? Si vous êtes président d'un pays et que vous êtes incapable de lui donner le minimum nécessaire, c'est-à-dire la paix et la sécurité, sans lesquelles rien n'est possible, vous devez démissionner et laisser d'autres essayer. Je recommence l'idée très simple qu'il faut dire à Tshisekedi. Monsieur Tshisekedi, vous n'êtes pas capable de donner au peuple congolais la paix et la sécurité. Vous n'avez pas été capable de leur montrer que vous en êtes capable. Mais dans ces conditions-là, vous ne pouvez pas gouverner le Congo. Vous ne pouvez pas gouverner le Congo. Le Congo est en guerre civile et le Congo est en guerre internationale. Le Congo est en guerre civile parce qu'on a retourné une partie de la population congolaise contre l'État congolais, contre son propre peuple. Mais il est aussi en guerre internationale parce que le M23 est le bras armé par lequel le Rwanda et relativement l'Ouganda déstabilisent le Congo pour l'exploiter et favoriser le maintien du Congo sous la main des multinationales, de l'impérialisme et du capitalisme international. Voilà la réalité.